Bonjour à tous, vous écoutez The Little Voice in My Head, le podcast, épisode 15. Je suis avec Ivan Cédric. C'est un prénom composé ou pas? Je suis à l'état civil, mais en vrai, je m'appelle Yvan ou Cédric. Ah, il faut dire Yvan, d'accord. Ouais, mais je préférais même que tu coupes ça de l'émission. Non, je vais rien couper du tout. Donc je suis avec Yvan. Sur Yvan Cédric. Ouais. Yvan Cédric. Non, ça m'a pris beaucoup. Non, j'aime beaucoup les prénoms composés, sauf le mien. Mais j'aime beaucoup les prénoms composés. Ouais, moi, je m'appelle Yvan ou Cédric, mais pas les deux. Donc je suis avec Yvan. Bonsoir Yvan. Bonsoir André Claude. Comment tu vas? Bien, et toi? Ça va très bien même. Donc bienvenue sur The Little Voice in My Head, ça me fait plaisir de t'avoir. Ça faisait un moment qu'on en discutait et que je disais que ce serait cool que tu fasses un petit tour. Donc ça y est, c'est fait. Par où est-ce qu'on commence? On va commencer par... Alors, on a une tradition sur The Little Voice in My Head. Le dernier invité laisse une question pour le prochain invité. Mais avant, tu as le droit de me poser une question, si tu en as une. Si tu n'en as pas, c'est pas grave. Je suis partagé entre deux questions, en fait. Est-ce que je peux poser deux questions? Écoute, vas-y, il n'y a pas de souci. La première, c'est où tu trouves la force de montrer ta vulnérabilité. Parce que moi, chaque fois que j'ai écouté tes émissions où tu es toute seule, je pense même d'ailleurs c'est les plus fortes, je trouve que tu laisses vraiment, tu ouvres ta vie comme je ne pourrais presque jamais le faire, d'où tu trouves toute cette force. Et la deuxième question que j'aimerais te poser, elle est la suite de l'invité de l'émission 13 sur s'il n'y avait pas vraiment un profond désir de maternité en toi. Oh, ok. Mais là, c'est vraiment... tu avais déjà répondu que oui, si ça arrive, mais est-ce qu'il n'y en a pas vraiment au quotidien? Parce qu'on parle de l'horloge biologique, de l'appel de la biologie. Donc, logiquement, tu ne devrais pas être exempt de ça. Ok, d'accord. Où est-ce que je trouve la force de montrer ma vulnérabilité? Je ne sais pas s'il y a un endroit particulier où je vais chercher cette force, mais en fait... À partir du moment où j'ai accepté ma vulnérabilité, je ne l'ai plus vue comme une faiblesse. Du coup, je ne pense pas que je cherche une force particulière pour le faire, parce que le faire, c'est déjà une force en fait, en soi. À partir du moment où tu donnes... comment dire? Je partage les choses pour lesquelles les gens ne peuvent pas me faire de mal, ne peuvent plus me faire de mal. Il y a des choses qui étaient un peu difficiles. Je sais qu'une fois on a discuté de quand j'ai parlé de l'échec scolaire, et en fait c'est quelque chose qui pouvait me faire mal avant. Aujourd'hui plus du tout, ça fait partie de mon parcours, ça fait partie de qui je suis aujourd'hui, ça fait grandement partie de qui je suis aujourd'hui. D'ailleurs je remercie des fois cet échec parce qu'il y a énormément d'expériences que je n'aurais pas vécues sans. Du coup à partir du moment où ces choses en fait ne sont plus des armes contre moi, ce sont des armes avec moi en fait. Donc je n'ai pas de... Je veux dire, je réfléchis pas 50 000 fois avant de partager ces choses-là. Je n'ai pas honte de les partager. Et depuis que j'ai compris en tout cas que certaines personnes ont besoin d'entendre, surtout quand il s'agit d'échecs, surtout. Quand les gens ont besoin d'entendre que les autres aussi échouent parce que on expose beaucoup plus les réussites que les échecs, que les peines, que les combats. Depuis que je me suis rendu compte que ça fait du bien aux gens et que je sais que personne ne peut s'en servir pour me faire du mal, j'ai pas de problème avec ça. Donc c'est ça. Et pour répondre à ta deuxième question sur le désir de maternité, non, il n'y a pas d'horloge biologique qui sonne pour l'instant. J'ai 34 ans dans quelques semaines, dans 2 semaines ou 3 semaines, je sais plus. Le 3 septembre. Donc j'ai 34 ans dans 2-3 semaines et je n'ai pas de désir particulier d'avoir un enfant. Je le dis, je l'ai déjà dit dans un épisode ou pas, ou je le dis autour de moi. Mon problème c'est que je ne veux pas avoir un enfant, je veux avoir une famille. Et pour moi une famille c'est pas... Ça se construit d'abord à 2. Et je n'ai pas encore trouvé la personne avec qui je construis ma famille. Bon, si mon bise m'écoute, faut pas qu'il prenne ça contre lui. mais c'est ça en fait. Il faut d'abord que je construise ma famille avec mon partenaire pour qu'on puisse l'agrandir après avec un enfant.
Et je sais que c'est peut-être utopique ou je sais pas quoi, mais je n'aspire pas à avoir un enfant seul. J'aspire à avoir un enfant dans un certain cadre, d'être accompagné. Et tant que j'ai pas cet accompagnement qui est fixe, je vois pas l'intérêt d'avoir un enfant. Et je le dis aussi très souvent à mes proches, pour moi, avoir un enfant, ce n'est pas nécessairement le porter en soi, et que je ne suis pas forcément très attirée par la grossesse, que je pense qu'il y a d'autres moyens d'avoir des enfants, en tout cas de donner de l'amour aux enfants, et même d'avoir le sien, et que c'est encore en réflexion de mon côté. Donc le désir de maternité n'est pas là, l'horloge ne tourne pas, je ne suis pas en quête d'avoir un bébé tout de suite. J'aimerais bien être sûre du partenaire avec lequel j'ai envie de finir ma vie, et ensuite qu'on voit ensemble si on a envie de l'agrandir et comment on l'agrandit. Parce que rien ne nous dit demain que je ne puisse pas avoir des enfants naturellement, que mon partenaire ne puisse pas avoir d'enfants naturellement. Du coup, je n'ai pas envie que ce soit quelque chose qui soit un blocage définitif. Si on ne peut pas avoir d'enfants de manière naturelle, qu'on sache qu'il y a d'autres manières de l'avoir. Mais c'est une étape qui arrive après le fait d'avoir décidé de fonder une famille à deux. J'espère que j'ai répondu à tes questions. Hyper bien. En fait, les dernières fois que j'avais écouté tes réponses, ce n'était pas aussi clair en fait. Là, pour le coup, je trouve que c'est hyper clair en fait. Ok, parfait. On a oublié une étape. Tu ne t'es pas présenté. Je m'appelle Yvon. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai des amis qui m'appellent aussi Cédric. Et je suis quadrage, papa de 4 enfants. C'est hyper important pour moi de le dire. Je suis aussi ingénieur. C'est moins important. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire sur moi. Je sais pas apparemment, c'est la question qui tue, hein, se présenter les gens. Ouais, parce que c'est pas comme si j'allais me présenter pour un entretien d'embauche. Non. Où là, je dois déballer mon profil. Là, c'est plutôt me présenter en tant qu'humain. Et là, du coup, on est désarçonné. Ce serait dans un corps de garde. Je t'aurais fait mon arbre généalogique que je connais bien. Ok. Mais là, pour le coup, je sais que ton émission n'attend pas ça. Donc, Yvan, quadragénaire, 4 enfants. Marié, papa de 4 enfants. Ouais, je suis marié, j'ai 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. D'accord, c'est génial. Du coup, le dernier invité, Andy Marvin, a laissé une question pour toi. Et j'ai trouvé que sa question était super bien placée parce que je sais que tu vas vouloir esquiver le sujet que je voulais aborder avec toi, mais vu que c'est la question, je pense qu'on va être en plein dedans. Donc, la question qu'Andy Marvin a laissée pour toi, c'est est-ce que l'adulte que tu es aujourd'hui est celui que tu pensais que tu serais quand tu étais enfant ? Pas du tout. Pas du tout. Et curieusement, je suis très content que l'enfant que j'étais ait continué d'exister depuis que je suis adulte. Parce que je pense qu'au quotidien, ma force d'enfant est plus importante que ma force d'adulte. C'est-à-dire que moi, pour surmonter mes difficultés, les difficultés auxquelles je peux être confronté, j'ai plus besoin de me souvenir de mon enfance et de comment j'aurais réagi. Quel est l'adulte que tu pensais devenir ? Quelqu'un de très fort, quelqu'un qui peut-être qui n'aurait plus de problèmes en fait et qui aurait des réponses à tout en fait. Alors que l'enfant que j'étais était très sensible, très fragile et très travailleur. Alors du coup, tu as compris ma question à l'envers. Quel est l'adulte que tu pensais devenir quand tu étais enfant ? Quand j'étais enfant, je pensais devenir un adulte, comme j'imaginais un adulte comme un enfant en fait, c'est-à-dire quelqu'un qui est fort, qui trouve des solutions, c'était un type incroyable en fait, pas moi. Ok, et aujourd'hui, comment est-ce que tu te définirais en tant qu'adulte ? Je dirais que je suis un adulte, je suis content de répondre à toutes mes responsabilités, mais je pense ne pas être très différent de l'enfant de 8 ans ou de 7 ans que j'étais en fait. La seule différence entre les deux, c'est que tu travailles et que tu gagnes de l'argent. C'est ça. Et puis peut-être aussi beaucoup de Rex en fait, je suis désolé, du retour d'expérience en fait. Mais moi je ne pense pas être différent de là présentement, je ne pense pas être différent du petit garçon de 7 ans que j'ai dans ma tête en fait. Je t'ai perdu, André ? Non, tu m'as pas perdu, mais je réfléchis. Je réfléchis sur comment formuler ce que je veux te demander. Alors, tu n'es pas l'adulte que tu pensais devenir, mais tu penses être resté l'enfant que tu étais.
j'espérais qu'il allait disparaître, l'enfant, en fait, en moi. Mais il a pas disparu. Et je pense même qu'il prend plus de place que l'adulte, en fait. Quels sont les traits de caractère de l'enfant que tu pensais qu'il allait disparaître? Moins sensible. Parce que pour toi, la sensibilité, c'est un trait de caractère qui ne va Je, pas je avec, le rends- qui ne va pas ouais, avec l'adulte. oui, exactement. Je, je pensais que quand je serais adulte, je serais moins sensible. J'étais très pleurnichard quand j'étais petit. Jusqu'à 13 ans, j'étais très pleurnichard. Il faut savoir, je dis comme ça, quand j'écoute souvent ton émission et pourquoi j'ai accepté de faire ton émission, c'est l'idée de partager des choses, parce que ça me fait du bien d'écouter les autres et je me dis, ah putain, ça aurait pu aussi. Donc c'est très bien en fait de partager son expérience. Donc d'où le fait que je pense que des invités que tu as reçus, je suis celui avec lequel tu as le moins de relations personnelles. Non, Et non, d'où le fait non, que pas j'ai du tout. accepté. Pas du, au Ah, contraire. d'accord. Non, Ok. pas du tout. J'ai eu déjà un ou deux invités. Je pense à deux tout de suite. Mais il y D'accord. en a deux que j'ai découvert le jour de l'émission. D'accord, ben, très bien. Donc, c'est pour dire que moi, j'avais vraiment la volonté de partager aussi mon expérience. Et très honnêtement, la première chose que j'espérais qui disparaîtrait quand je deviendrais adulte, c'était ma sensibilité. Moi, j'ai sucé les doigts jusqu'en cinquième, par exemple. J'en avais pas, j'en avais presque honte. J'ai arrêté le jour de mon anniversaire quand j'étais en cinquième. Je suis battu pour arrêter ça. Mais je pensais que ça disparaîtrait quand je serais grand. Ça a disparu un tout petit peu dans ma période d'adolescence, c'est-à-dire entre peut-être 14 et 18 ans. Mais après, vers 19 ans, j'ai retrouvé cette sensibilité, d'ailleurs, que je pense dont j'avais vraiment besoin pour avancer sur... parce que je trouve que moi, personnellement, mon énergie se trouve dans ma sensibilité. Et donc, du coup, je n'ai plus jamais cherché à la faire disparaître, en fait. Alors j'ai deux questions. La première question, c'est pourquoi est-ce que tu voulais te débarrasser de ta sensibilité? Pourquoi est-ce que tu Mais pensais que parce que c'était... Pourquoi est-ce que tu... au-delà du côté j'étais pleurnichard, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu te dises ma sensibilité, c'est pas bien, ça ne va pas avec l'adulte que je veux être? À quel moment la sensibilité pour toi devient un poids dont tu veux te débarrasser? Je vais t'expliquer. En fait, moi, à la base, j'ai jamais connu mon géniteur. Je vais utiliser le mot à juste titre parce que je considère que être père, c'est une fonction sociale et géniteur, c'est une fonction biologique. Et pour le coup, il n'y a eu que la fonction biologique, donc ça restera au stade du géniteur. Et comme j'étais plutôt brillant, mais trop sensible, les gens me disaient que j'étais pas un homme en fait. Tu pleures trop, t'es comme un homme. Donc j'avais besoin de me débarrasser de ça, j'avais besoin de m'affirmer. En plus, j'étais plutôt maigrichon. Donc oui, j'en avais besoin en fait. Je savais que pour devenir adulte, il fallait pas être sensible, il fallait être un homme quoi. Enfin, je connais ton nom de famille, donc tu es fond, tu sais de quoi je parle. Voilà, j'avais pas cette caractéristique de garçon intrépide qui grimpe aux arbres. Pourtant, j'aimais jouer au foot et au basket, mais j'étais pas un garçon dur. Non, j'ai jamais été un garçon dur, j'ai jamais été bagarreur. Voilà, j'étais plutôt un garçon esthète, enfin, j'ai toujours été dans les livres en fait. Ok. Et quelque part, il y avait même cette volonté chez mes oncles qui arrivaient à la maison de déconstruire aussi cette facette de ma personnalité. C'est souvent quand les enfants, il faut trouver un truc sur lequel il faut faire évoluer les gens. Je pense qu'il n'y a peut-être pas forcément de méchanceté dedans. Il y avait vraiment l'idée que voilà, c'est un bon élève. Ouais, rendons-le un peu plus homme, quoi. Je pense que c'était ça leur volonté et je le comprenais très bien puisque moi-même j'avais compris qu'il fallait que je tue cette facette de ma personnalité. Que tu t'endurcisses. Exactement. Ok. Donc, ce sont les commentaires extérieurs. C'était la volonté d'abord extérieure des gens de te faire changer, en tout cas de t'endurcir, que tu as fini par intégrer comme étant ce qu'il fallait faire. Ouais, je le considérais comme un handicap en fait. Je considérais comme un handicap. Et du coup, même quand j'y repense, là maintenant, j'ai un gros problème. Hein. C'est une qualité dans le monde professionnel pour faire des études, mais dans la vie de tous les jours, c'est un gros défaut. Je suis hypermnésique, donc je me rappelle absolument de tout. J'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de mes camarades de classe qui vont écouter l'émission. Mais t'as regardé la série Suite, Avocat sur mesure?
Je ne regarde pas les séries, je suis désolé. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est pas grave. En tout cas, en gros, c'est des gens en fait qui photographient l'image de ce qu'ils voient. Du coup, ils ont vu Ouais, un truc une fois et c'est bon. exactement, je suis comme ça. Ah, moi, je trouve que c'est une faculté qui est géniale. Par contre, ça a un gros défaut, c'est que je n'oublie rien en fait. J'oublie rien des mots en fait. C'est pas ouais, quand c'est des mots qui sont peut-être méchants, qui sont blessants, oui. Ça peut être mieux Exact. de les oublier, en tout cas de pouvoir les mettre dans un coin. Du coup, ouais, donc ma première question, c'était pourquoi est-ce que tu as voulu te défaire de ta sensibilité? Et ma deuxième question, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à la réintégrer dans ta personne? L'adolescence, c'est une période trouble où tu passes par des tops et des downs. Et il faut que tu trouves, que tu te trouves en fait. Et clairement, je me suis aperçu que ma force résidait dans cette sensibilité en fait. C'est-à-dire que je pouvais avoir du travail comme ça. Je trouvais que c'était beaucoup, je sais pas, un devoir qui s'était mal passé. J'allais pleurer, mais après pleurer, c'est là que je trouvais l'énergie pour prendre mes cahiers et me remettre au travail. Ok. Alors que, par exemple, je me souviens bien quand j'arrive à Massoukou, quand j'ai été bisouté, parce que moi j'ai connu la période où vraiment le bisoutage, c'était vraiment le bisoutage. Hein. On disait jusqu'à l'Ogoué. Je suis allé jusqu'à l'Ogoué, moi. C'est-à-dire qu'on nous a pris le matin, peut-être à 7 heures du matin, on nous a lâchés à 16 heures. Et franchement, pour moi, une fois que j'ai pleuré, je peux tout endurer, en fait. Et du coup, j'ai rapidement compris que j'en avais besoin, en fait. Je ne pouvais pas me débarrasser de ce truc. C'est ce truc qui me donnait la force, en fait. Ok. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu... J'ai encore des questions. Mais ça ressemble à une interview, genre je te pose des questions alors que non, il faut que ce soit beaucoup plus fluide, que ce soit un échange. Mais c'est pas grave. Du coup, aujourd'hui, comment se manifeste ta sensibilité au quotidien ou quand elle doit s'exprimer, comment est-ce que ça se manifeste? Encore par des larmes ou tu l'exprimes autrement? Oh, je pleure très vite et toujours. En fait, moi, je ne pense pas qu'il y ait des semaines où je ne pleure pas en Oh tant wow. qu'adulte. Oh Ah oui, wow. oui. Cette semaine, je lisais parce que je m'intéresse beaucoup à la politique et je devais préparer un débat avec Priva Ngomo. Et du coup, là, je donne vraiment des indices sur ma personne et tout le monde va le retrouver là. C'est pas En grave. tout cas, ce qui est sûr, pour préparer l'émission, j'avais envie de lire quelque chose sur le Gabon et sur la marche du Gabon. Et donc, j'ai pris le livre de l'abbé Noengwa, Choisir de dire la vérité, et j'en ai pleuré. Voilà. Et pourtant, c'est pas hyper triste non plus, mais sa quête m'a fait pleurer. Le bonheur des gens me fait pleurer. Moi, j'ai eu une larme quand tu as posté ton message à l'endroit de Carl. Oh. Ouais. Le pire, c'est que j'ai pas eu la larme pour Carl seulement, j'ai eu pour toi aussi. Je pense que Parce tu que je trouve l'as dit. Voilà, parce que pour moi, la gratitude, c'est une des plus grandes qualités d'un être humain. C'est-à-dire que si tu rencontres des gens qui ont de la gratitude, c'est les meilleures personnes en fait que tu puisses donner. D'ailleurs, c'était le débat de l'émission avec Carl où tu disais, je ne veux pas partager que la partie noire des gens, tu veux aussi partager la partie leur joie en fait. Bien sûr. Voilà, tu veux pas partager que les ténèbres. Et c'est pour ça que je pense que la gratitude, c'est quelque chose qui est lié à ce truc-là en fait. Être capable de comprendre que je donne et je reçois. Je peux pas donner tout le temps parce que contrairement à ce qu'on pense, j'ai rencontré dans le cadre d'une formation quelqu'un qui m'avait fait la différence entre la charité et l'amour. Et j'avais trouvé ça très touchant. Il me disait qu'en fait, on pouvait donner donc la charité sans mettre de l'amour. C'est-à-dire que tu peux t'arrêter devant un SDF, lui filer 10 balles, continuer ta journée, comme tu peux t'arrêter devant un SDF, lui donner 10 balles, t'arrêter, lui sourire, espérer qu'il ouvre sa bouche et te dire quelque chose pour que toi, tu lui dises quelque chose. En fait, qu'un échange s'installe. C'est un peu la différence qu'il m'avait donnée. Et je pense que dans ce que tu avais fait et dans la manière dont il a eu de répondre, j'avais compris qu'il y avait eu un vrai échange en fait. Donc il y avait eu de la gratitude, de l'amour, la charité d'un côté, de l'amour dans cette relation en fait. Donc avec du donner et du recevoir. Bien sûr, non. Même si bon, on le fait un peu moins sur les internets, on se chamaille tous les jours, presque tous les jours. Et on a vraiment une relation une relation fraternelle en fait avec Carl. On a une relation Pour de vrai, j'ai pris son parti parce que je note que tu passes ton temps à dire qu'il est radin, qu'il ne donne pas l'argent aux filles. Non, il est mauvais. Non, c'est pas vrai. Alors que lui, il dit qu'il n'est pas marié. Donc, tu lui colles une mauvaise réputation. Non, en fait. il est radin. Bon, il est pas radin.
Comme je l'ai dit, comme il est venu dire Wadi aussi que je donne de l'argent, Karl me donne des sous, par exemple, je suis sa petite sœur, il peut me dépanner, il peut faire des trucs où il va me dire genre rends-moi un service. Techniquement, je suis sa petite sœur, si j'ai la disponibilité pour le faire, il n'a pas besoin de me donner quelque chose en contrepartie. C'est la relation qu'on a. S'il me dit va me récupérer quelque chose quelque part et que j'ai du temps et que je le fais. Il n'y a pas de raison qu'il ait besoin de me dire bon, là où tu vas récupérer un peu de sous, dedans, prends un tiers, mets ça dans ta poche, tu vois. Donc on a une véritable relation fraternelle. Il est radin, il veut pas donner l'argent aux nanas, il veut pas donner l'argent aux gens. Non, il veut pas donner l'argent aux nanas. Parce que ce que j'ai compris avec Karl, c'est que son problème, c'est le côté où certaines jeunes femmes se disent qu'elles doivent recevoir de l'argent de leur partenaire. Genre, c'est une dette. Comme il a dit, c'est une dette. C'est même pas un devoir, c'est une dette. Et c'est ce mécanisme-là qu'il n'apprécie pas. Où c'est devenu limite normé quand tu as un homme et que tu côtoies une femme et que vous avez une relation amoureuse, des fois même pas, tu dois lui donner de l'argent. Et c'est ce contre quoi il s'érige. Et je comprends. Quand je viens de dire qu'il est radin, c'est plus pour le provoquer qu'autre chose. Mais je comprends clairement son point de vue. Comme il a dit, il peut faire tellement d'autres choses que te donner de l'argent. L'argent qu'il te donne va te servir à poser un acte, à acheter quelque chose pour te faire plaisir. Il peut te l'acheter directement, mais il ne te donne pas le cash. C'est ça son problème. Il ne te donne pas le cash. Mais je crois qu'on s'est un petit peu égaré du sujet. Oui, donner et recevoir, non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est ta sensibilité. Le fait que tu arrives à couler une larme devant des choses. Bon, en tout cas, pour moi, la larme, c'est juste la manifestation de l'émotion que tu ressens. Il y en a qui manifestent l'émotion qu'ils ressentent autrement. Toi, ça va être la larme. Et effectivement, avec les clichés qu'il y a sur les hommes de manière générale, la larme est synonyme de sensibilité / ou du moins trop de sensibilité / faiblesse. Donc ma première question, c'était comment est-ce que te manifeste la sensibilité chez toi aujourd'hui et comment est-ce que tu gères peut-être un trop plein de sensibilité ou un trop plein d'émotions? Maintenant, je ne cherche pas à le gérer. En fait, moi, j'ai un âge où j'ai pas le besoin de gérer ça, en fait. Ça va pas disparaître. Je sais que ça sert à quelque chose. Et je ne te cache pas que des fois, ça me fait du bien. Moi, en fait, le matin, je me lève. Moi, j'aime aller travailler en allant en transport en commun. J'aime pas les voitures, j'aime pas conduire. Moi, je me lève le matin, je vois 2 personnes qui se tiennent la main. Ça me donne un boost comme pas possible, en fait. J'ai pas envie de faire disparaître ça. J'ai vraiment pas envie. C'est quelque chose qui me sert énormément au quotidien. Le tweet que tu as fait sur Karl, oui, moi, je trouve que c'est bien. Oui, c'était mignon. Moi aussi, j'étais émue de le faire. Je l'ai fait avec l'amour, j'étais émue. J'ai pas pleuré. Bon, j'ai peut-être... Oui, non, mais je dis que moi, la larme que j'ai eue en lisant ça, ça ne m'a pas trouvé, ça m'a pas fait de mal, en fait. J'ai pas à le gérer. C'est un truc qui me fait du bien. Je ne le gère plus, en fait. Maintenant, c'est comme ça. Même si je vais confesser que j'ai toujours voulu ne pas montrer mes émotions en public. C'est pour ça que je suis très pudique. Je suis très bavard, mais pudique. C'est-à-dire que je parle très peu de moi et de mon passif ou de ma vie familiale. Mais je suis à l'aise avec ça, en fait. Je sais comment avoir mon masque quand je suis en public pour ne pas montrer de faiblesse, hein, pour que mes oncles ne pensent pas que je suis un pleurnichard. Mais dès que je suis en privé, je suis devant mon téléphone, je suis tout seul, je vois un tweet qui me touche, ça ne m'empêche pas d'avoir une larme. Je marche dans la rue, je vois 2 personnes se tenir la main ou s'embrasser, je suis content. Voilà. J'ai une émotion et c'est curieux parce que mes larmes n'arrivent pas que quand ce sont des trucs négatifs. En fait, même des trucs positifs me font pleurer. Ce qui t'émeut aujourd'hui n'est pas que négatif. C'est aussi aussi de belles choses. Moi-même, c'est ça, les trucs en fait, je vais avoir des larmes pour un oui, pour un non. Tout à l'heure, tu m'avais posé de la question sur la série. Je vais t'expliquer pourquoi je ne regarde pas de série. Moi, j'ai grandi avec le club de la génération Club Dorothée. Et à l'époque, les dessins animés n'étaient que des trucs tristes. Hein. Candy, c'est une fille qu'on maltraitait dans un internat. Booba, c'était un orphelin qui cherchait à aller sauver sa mère. Junkie cherchait à venger son père. Il devait se battre contre un vieux type, on le cassait la gueule tout le temps. C'était que des trucs tristes, en fait.
Et donc, naturellement, je pleurais, j'associais à la télé cette faiblesse que j'ai cherché à combattre. Et donc, en grandissant, je ne me suis jamais accroché à la télé, en fait. Je regarde la télé que pour le sport. C'est-à-dire que dès que j'ai fini de regarder mon match de NBA ou mon match de foot ou un match de tennis ou de rugby, c'est terminé, en fait. Je regarde rien à la télé. C'est dommage parce que pour le coup, bon oui, je comprends que tu as développé un mécanisme en fait, mais je trouve ça dommage parce que la différence entre les films et les séries pour moi, c'est que la série te donne assez de temps pour t'attacher au personnage. Moi, je regarde des choses qui vont être plus... Bon là, en ce moment, je regarde The Blacklist. J'ai commencé, parce que je vais pas dire recommencer. J'ai commencé The Blacklist et je disais même à un ami tout à l'heure que je veux trouver autre chose à regarder parce que des fois c'est violent et je regarde le soir et j'absorbe en général beaucoup ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu avant de dormir. Du coup, je préfère des trucs beaucoup plus légers. Mais moi, j'ai grandi avec une série comme Friends ou une série comme Les Frères Scott qui fait très série de filles. Hein. Mais après, dedans, il y a... Je veux dire, pour moi, ça a été une autre forme d'éducation. Tu vois les valeurs qui sont partagées, c'est des histoires de famille, des histoires d'amis qui grandissent ensemble, qui vivent des choses compliquées, des fois bien, des fois pas bien, des pertes, des échecs, des réussites, voir comment c'est géré, comment la dynamique évolue. Il y en a qui se mettent en couple, qui se séparent, qui se marient, qui ont des enfants. En fait, je trouvais que pour moi, en tout cas, je pense que ça a joué, ou aussi ça part dans mon éducation, parce que pour moi, l'éducation ne se limite pas à ce que les parents nous enseignent. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup les séries. Je suis pas très film. D'ailleurs, je suis toujours à la ramasse au niveau des films. J'ai jamais rien vu. Et j'oublie. Et j'oublie beaucoup. Parce que je pense que j'ai comme une espèce de mémoire qui vide des trucs pour pouvoir absorber de nouvelles choses. Du coup, les films, je les oublie. Mais les séries, tu passes assez de temps avec les personnages pour t'attacher, je sais pas pourquoi je veux dire adapter, pour t'attacher, pour t'identifier aussi, pour des fois retrouver un trait de personnalité que tu as chez un personnage et voir comment il gère la chose. Si on prend le cas des frères Scott que tu connais pas, il y a un personnage qui s'appelle Brooke, qui est vu comme la dernière des garces dans les premières saisons, insolente et tout, et au fur et à mesure qu'on évolue, parce que les frères Scott, je crois qu'il y a eu au moins entre 9 et 10 saisons, au fur et à mesure, on se rend compte de l'histoire qu'il y a derrière. Elle a une histoire compliquée avec ses parents. Son père est parti, je pense. Sa mère a été toujours hyper dure avec elle. Sa mère n'est jamais présente. C'est une go qui est toujours en voyage. Et que c'est ce qui fait un peu qu'elle a ce caractère un petit peu de garce, alors qu'en fait, c'est vraiment un cœur, cette nana. C'est un cœur, mais c'est aussi une nana qui a beaucoup de force de caractère. Quand elle évolue, elle traverse des trucs, elle a des difficultés pour tomber enceinte, elle tombe sur des gars qui lui font toujours la misère, et puis après elle tombe sur le prince charmant, elle tombe enceinte, elle a des jumeaux, genre des happy ending, et c'est vraiment un personnage auquel moi je me suis beaucoup identifiée, de par sa personnalité, et des fois je me dis, en vrai, il faut passer le cap de la personne montre une attitude de garce. C'est bizarre parce que c'est le sujet de l'épisode d'avant. Enfin, c'est une des questions de l'épisode d'avant, pour se rendre compte que derrière, il y a vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner et qui souffre même de ne pas avoir reçu, mais qui a encore énormément d'amour à donner. C'est pour ça que moi, j'aime les séries. Mais bon, je me suis étendue carrément, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire ? Comme c'était très bien. Et je veux dire que quand j'ai dit je regarde pas de séries, mais il y a un autre trait j'ai un autre trait dans ma personnalité. Je suis très monomaniaque. Donc, quand j'aime un truc, je l'aime longtemps. Et souvent, ça peut être saoulant pour mon épouse. Hein, parce que je réécoute la même chanson. Je suis capable d'écouter la même chanson 50 fois dans la même journée. Et 50 fois, je rigole pas. Oui, non, mais je comprends totalement. Je comprends totalement. Et je regarde 2 séries, en fait, depuis que je suis tout petit, que je suis adolescent. Et je les ai toujours, en fait. Et je n'ai même jamais... J'étais très attaché au personnage de Charlie Sheen, dans Mon oncle Charlie. Ok. Et je suis resté sur les 9 séries, je crois les 9 saisons, il y en a 9 ou 10, avant qu'ils introduisent Aston Kutcher, c'est ça, hein, oui. qui remplace Charlie Sheen. Donc je regarde ça souvent et je regarde Le Prince de Bel-Air. C'est 2 séries
Elles sont sur mon ordinateur là présentement, donc je peux. Tu peux les regarder quand tu veux. Non, pareil, ouais. Moi, je me rappelle une fois, j'étais avec quelqu'un. Mais je ne dépasse pas ce cadre-là, en fait. Je n'arrive pas. Autant même, des fois, je fais des efforts pour regarder des trucs africains. Quand je dis africain, c'est. Je ne peux pas regarder ma famille, ça ne m'intéresse pas. Et puis, il faut dire aussi, des fois. Non, mais ça va pas. Attends, attends d'abord. Ma famille, la série ivoirienne. Oui, bien sûr. Non, mais ça va pas. Tu parles pas mal de ma famille. Je vais t'expliquer. Non. Je vais t'expliquer. En fait, il y a des gens. Comme je t'ai dit, moi, j'ai pas eu de papa et je ne pense pas avoir été un enfant qui était au centre de l'attention de sa mère. Je pensais plutôt que j'étais celui qui était le plus rejeté. Toujours une question de perception. Et du coup, j'avais développé l'idée que si j'étais meilleur à l'école, ça me positionnerait. Voilà, les parents gabonais sont très focus sur l'école. Il faut comprendre ça comme ça. Et donc, c'est comme ça que je suis devenu très à fond de l'école. D'ailleurs, c'est toujours ça qui fait la différence de personnalité. Moi, je fais des études de physique. Les gens sont souvent étonnés de voir que j'aime beaucoup lire. Et d'ailleurs, j'écris beaucoup dans la presse quotidienne en ligne. Enfin, dans la presse en ligne, que ce soit la presse en ligne au Gabon ou dans les journaux comme Écho du Nord ou le Mbanja. Et les gens sont toujours surpris de ça par rapport à mon profil, mais c'est parce qu'à la base, je pense que je suis un vrai littéraire et je me suis transformé en mathématicien, physicien, parce que je pensais que ça suffirait à plaire, en fait. C'est pour montrer à quel point ma force, à quel point je peux devenir fort quand j'ai envie de plaire, en fait. Et donc, pourquoi je te disais ça? Je te disais ça par rapport à ma famille. C'est-à-dire que moi, les trucs qui intellectuellement ne vont rien m'apporter vont tout de suite me couper. Waouh. C'est terrible. Mais je te permets pas. C'est déjà arrivé quand j'étais adolescent, avant que je sois marié, que je discute avec une fille et qu'elle fait une série de là, lui, en se trompant, et que je me dise non, je ne vais pas sortir avec elle. J'ai fait trop d'efforts dans ma vie pour avoir quelqu'un comme ça dans ma vie. Mais une fille qui me plaisait vraiment physiquement. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais pour te montrer à quel point c'est grave chez moi. Non, je trouve que l'exemple que tu me donnes n'est pas grave parce que même si quelqu'un te plaît physiquement, bon après je ne sais pas. Mais j'aurais pu m'arrêter à satisfaire ma libido. Je suis pas obligé d'avoir un mariage avec elle. Mais je te dis que même pour ma libido, je me dis non, je peux pas. Mais c'est pas, pour moi c'est pas. Pour moi, ce n'est pas un. C'est pas. Enfin, je sais pas. C'est pas quelque chose de. Si ça peut être vu comme exceptionnel. Il y a des choses qui stimulent. Comment ça s'appelle? Si ces fautes te turn off, ça te turn off. Même si c'est la plus belle, la plus sexy nana de la Terre. Tu peux pas lutter contre les choses qui te stimulent ou qui te. C'est quoi le contraire de stimuler? Bref, en tout cas, qui te turn off. On va rester sur l'expression en anglais. Donc, oui, ma famille, c'était pas forcément la chose la plus intellectuelle, mais j'ai envie de dire, bon, après, je comprends ce que tu dis. Mais tout n'est pas de l'ordre de l'intellectuel. Il y a des choses qui sont de l'ordre de l'humain. Et je pense que ce podcast est de l'ordre de l'humain. Il n'est pas de l'ordre de l'intellectuel. Du coup, je ne sais pas si, en écoutant les épisodes, tu apprends forcément de nouvelles choses. Intelligentes. Oui, ça peut... Prenons ma famille. Dedans, la bonne, c'est une caricature. Enfin, il y a tout dedans qui ne me plaît pas, en fait. Le rapport homme-femme, le rapport patron-employé, il y a tout dedans qui oui, mais c'est caricaturé, justement. C'est pour... Et je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas. C'est au-delà de mes forces, je pense que pour que nous puissions rester dans de bons termes, hein, on va pas s'étendre sur le sujet. Je vais te dire, la première tribune que j'avais proposée à Ombanja, c'est une tribune qui parlait de ce qu'on appelle les nounous au Gabon, c'est-à-dire ces jeunes filles qui habitent chez les gens, qui sont à disposition des gens 7 jours sur 7, de 6h du matin à 23h, voire minuit. C'est juste un truc qui me révulse, en fait. Donc, j'aime pas l'idée qu'on présente les gens d'en bas très faiblement, en fait. Et la personne d'en bas, enfin, dans cette série-là, parce que j'ai dû regarder 1 ou 2 épisodes avec des amis, tu regardes, la bonne, elle est vraiment conne, quoi. Alors qu'on peut être pauvre sans être con.
on peut ne pas avoir fait d'études sans être con. Je sais pas, tu comprends ce que je veux dire. Ça me dérange, en fait, fondamentalement. Et j'y associe cette précarité, en fait. J'associe l'idée... Tu as beaucoup trop intellectualisé ce que tu as regardé. Exactement. Et je ne peux pas faire mieux. Hein. Et je t'explique aussi que sur les films, par exemple, moi, j'aime bien les films français et je peux les regarder parce que j'aime le théâtre et les films français sont souvent pas loin du théâtre, en fait. Mais mon frère, qui était un grand cinéphile, j'ai un grand frère de 2 ans, grand cinéphile, il regardait par exemple des films de Bruce Lee. C'est-à-dire, c'est des films où il y a 100 personnes qui viennent taper un type et ils se mettent à filmer. Tu comprends? Il y a beaucoup intellectuellement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas t'aimer. Hein. Ouais, mais je comprends. Hein. Moi, je suis allé regarder par exemple un James Bond parce que je voulais serrer une meuf. Et au moment où on regardait le film, le type est tombé avec sa voiture dans un lac glacé et il est sorti de l'autre côté. Je suis sorti du film, en fait. Je n'ai pas regardé la suite. J'ai essayé de penser à autre chose pendant tout le film pour que ça finisse, surtout à ce que j'avais à faire après. Et honnêtement, je n'ai jamais regardé un James Bond du début à la fin. Et pourtant, on présente ça comme des très grands films. Moi, quand je regarde ces films, je me demande intellectuellement, c'est un programme qui est conçu pour quel âge? Et même des fois, aujourd'hui, où je suis parent, quand mon fils de 6 ans regarde certaines choses, je me dis, purée, il a encore, à son âge, il croit encore que ça, c'est possible. Peut-être que je suis en train de rater son éducation. C'est pour te dire à quel point je suis, en fait. Et là, il y a ma femme qui est heureusement là, qui va pouvoir me ramener du côté pour me dire, non, mais n'interprète pas ça forcément comme ça. Il sait que c'est un film et lui, il a accepté. C'est pas tout, en fait. Or, moi, je peux pas, en fait. Pour moi, les lois de la physique, tu es habillé, tu tombes dans un lac glacé, tu ne remontes pas. Waouh, wow, quel papa relou. Non, après, non, mais c'est-à-dire que tu regardes pas de trucs fantastiques, tu regardes pas des trucs avec des super-héros. Bon, déjà, tu regardes que le sport, je pense que ça répond à ma question. Mais c'est qu'à un moment donné, c'est du divertissement. Je peux regarder des films de science-fiction parce que si, par exemple, dans Avatar, je regardais Avatar, il plante le décor. On est hors de la Terre, donc j'accepte l'idée que les lois de la physique ne s'appliquent pas. Mais tu regarderas pas les Marvel? Non, je peux pas regarder ça. C'est insupportable. Intellectuellement, c'est pas possible pour moi. Est-ce que tu connais la définition du mot divertissement? Oui. Parce que franchement, on est genre en plein dedans, en fait. Il y a des fois... Mais moi, je ne considère pas ton émission comme un divertissement. Je considère ton podcast comme... moi, je t'écoute sur Spotify et tiens-toi bien, on me suggère des émissions comme les tiennes, elles sont pas classées dans la catégorie divertissement. Mais quand je dis on est en plein dedans, je parlais pas de l'émission, je parlais des films. Mon podcast, c'est pas un podcast de divertissement. Je pense que j'ai jamais réussi à lui donner une vraie, le mettre dans une catégorie. Je pense que c'est juste du storytelling. Je sais pas, j'ai pas réfléchi à le mettre dans une catégorie. Mais ce que je disais de divertissement, c'était les James Bond, les Marvel. Ah non, je peux pas. Ouais, mais je m'épanouis autrement, je te rassure. Je suis un grand fan de Farid. J'aime beaucoup l'humour, en fait. Je suis très fan de stand-up. Je pense que j'ai pas raté beaucoup de spectacles de stand-up à Paris cette année. Même des fois, des gens qui débutent, je prends beaucoup de plaisir à regarder les stand-up. J'aime le théâtre. Mais j'aime que ça parte de quelque chose d'un peu réel, en fait, pour m'évader. C'est-à-dire que un type qui vient avec une voiture, qui saute un immeuble avec une voiture, c'est non. C'est pas possible. D'accord, c'est ton droit. Intellectuellement, je peux pas, en fait. Pour moi, ça ne rentre pas. Je peux pas. Et je te dis, même pour mes gosses, des fois, je me pose la question. Ma femme est là pour me rappeler que c'est que du divertissement, il faut pas exagérer. Mais moi, c'est à peine si mes 2 grandes, elles me font la leçon tout le temps. Des fois, elles regardent des youtubeurs et moi, je regarde, je dis putain, il a fait une faute en français. C'est pas possible, en fait. Vous n'allez pas regarder des gens qui font des fautes. Mais tu sais les gens ont le droit de faire des fautes, de se tromper, Bien sûr. Après, c'est une question de perception. En espérant que tes filles ne les prennent pas comme les derniers modèles qu'elles doivent avoir sur Terre. J'essaye de pas être étouffant pour elles. Donc, des fois, sur des trucs comme ça, je suis conscient que si je rabâche, je connais trop les faits j'ai beaucoup lu sur, comment ça s'appelait cette époque aux États-Unis où on ne pouvait pas consommer d'alcool. Ah, je sais pas du tout. Ah, ben ça s'appelle comment, là, ce truc où on coupe un truc et tout.
Et j'ai beaucoup lu sur cette période. Je suis conscient que l'être humain, quand on coupe quelque chose, il a tendance plutôt à devenir addict, en fait. C'était la prohibition. Prohibition? Ouais. Tu allais vite regarder sur Google? Non, c'est revenu. Hmm. C'est juste, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que je pense que quand tu prohibes trop de choses aux enfants, tu peux créer l'effet inverse. Donc, j'essaye d'éviter. Mais dans les faits, ouais, j'avoue que je ne rentre pas facilement dans tous les délires, en fait. D'ailleurs, c'est pour ça que sur Twitter, je ne commente pas tout, parce que j'ai pas la légèreté pour commenter certaines choses. Voilà. Je vois. Moi, rapidement, j'intellectualise une petite phrase, en fait. Je vois. Après, je comprends et je trouve très bien de se connaître et de savoir ses limites, ou du moins en tout cas d'avoir le recul pour se dire, bon, je sais que des fois je vais aller dans une direction qui n'est pas forcément la bonne, donc je préfère m'abstenir de réagir, histoire de ne pas être à côté de la plaque ou pour pas être le relou de service. Et je pense que c'est pas une mauvaise chose. Si je te disais là tout de suite, qu'est-ce que la petite voix dans ta tête te dit, ou quelle est la dernière chose que la petite voix dans ta tête t'a dit? Non, déjà pour commencer, est-ce que tu entends une voix dans ta tête? Est-ce que j'entends une voix dans ma tête? C'est une bonne question. Je vais te dire que tout à l'heure, je t'ai répondu au début de l'émission que je n'avais pas perdu le petit enfant de 7 ans qui est toujours avec moi, en fait. Et c'est lui, ma petite voix, en fait. Ok. Et je l'entends tout le temps. Il m'a accompagné tout au long de cette émission. Parce que cette émission est très dure pour moi. Parce que, comme je t'ai dit, j'aime pas parler de moi. J'essaye de garder beaucoup de pudeur et de retenue sur les trucs. Mais en même temps, ton émission m'a fait beaucoup penser au restaurant. T'expliquer. En fait, moi, je dois choisir un restaurant pour ma femme et moi. En général, c'est moi qui l'ai choisi. Je l'invite toujours. Moi qui suis pour le féminisme et pour l'égalité, comme quoi. Ça n'a rien à voir. Voilà. Non, justement, c'est pour dire que ça n'a rien à voir, en fait. Mais vraiment, rien à voir. L'idée, c'est de savoir qu'on a les mêmes droits. Donc, voilà. Je peux pourtant l'inviter au restaurant. Et ben, quand je vais choisir un restaurant, je regarde les notes. Tu vois. Mais quand moi, j'ai mangé dans ces restaurants, je refuse de le noter parce que je me dis, est-ce que j'ai suffisamment de compétences pour niquer la réputation d'un type qui travaille 18 heures par jour? Est-ce que laisser un avis qui, au final, est un Rex un Rex qui est le tien, est-ce que pour toi, ça rime forcément avec niquer le travail de quelqu'un qui a bossé pendant 18 heures? Ouais, parce que je veux dire, si l'avis est négatif, si l'avis est positif, je ne suis pas embêté pour le mettre, mais si c'est un avis négatif, je me dis c'est peut-être moi qui n'étais pas forcément sensible à sa cuisine parce que je suis pas, je pas le palais peut-être assez sensible. En fait, je trouve plein de raisons pour justifier le fait que je ne puisse pas le noter. Et surtout, j'ai pas la compétence. Moi, je suis ingénieur, je fais du Rex parce que je sais de quoi je parle. Là, je vais faire du Rex sur un restaurant sur la base de quoi? Non, parce que je vais manger dans des restaurants? Non, c'est pas une compétence. Tu fais du Rex parce que tu as un client rentré dans un restaurant qui a payé pour manger quelque chose. Ton Rex, c'est pas la viande était cuite, a été cuite trop longtemps. Je pense qu'elle devrait être cuite 3 minutes de moins, ou faudrait qu'il revoie la température. C'est pas ça le Rex que tu fais. Le Rex, c'est je suis allé, j'ai commandé une entrecôte à point, elle est arrivée bien cuite. Ou j'ai commandé une entrecôte bien cuite, elle est arrivée bleue. C'est ton Rex. Tu n'as pas besoin d'avoir un doctorat en restauration, je sais pas quoi, pour décrire. Parce qu'en plus, ce que tu dois faire essentiellement, c'est décrire quelque chose que tu as vécu. J'ai mangé, on est arrivé à 19h, on a commandé à 19h15, à 20h30, on n'était toujours pas servi. C'est ton Rex. Donc les plats, les petits plombes arrivaient et ils sont arrivés froids. C'est ton Rex. Tu ne donnes pas de conseils ou tu ne donnes pas de... Ouais, mais ce que tu refuses de comprendre aussi, c'est que tu as l'exemple tout à l'heure de bleu à point et bien cuit était un très bel exemple. Ça se trouve, tu ne connais pas vraiment ce qu'on appelle bleu. Je comprends ce que je veux dire. Tu as toujours cru que c'était bleu, mais en fait, bleu, c'est pas ça. C'est ce que lui t'a apporté. Non, mon frère. Tu as fait 20 restos où tu as commandé 20 fois la même chose. C'était peut-être 20 au quart, et là, c'est le bon. Et c'est pour ça que j'ai pas le... Non, mais c'est vrai. Mais comme je te disais par rapport au resto, c'était pour dire que ce refus de donner de notes-là, je suis conscient, moi-même parfois, quand je regarde la note, je me dis,
moi-même, je n'évalue pas les restaurateurs et je me base sur les notes des restaurateurs. C'est égoïste, en fait. Mais bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai accepté de faire ton émission, parce que je me suis dit, je suis bien content d'écouter les autres parler d'eux et je ne veux jamais parler de moi, en fait. Du coup, j'ai eu cette culpabilité, en fait, et c'est quand j'ai dit oui. Parce qu'au fond, tu as dû voir que je n'avais pas envie de le faire, en fait. Ouais, Il y a eu la culpabilité de me dire, ouais, bon, tu profites bien des autres, laisse les autres un peu profiter, quoi. C'est oui, pareil pour le reste. parce que je mets pas d'évaluation. Je suis très... Si tu vois une évaluation de moi, c'est mon compte officiel. En général, je fais avec Google. C'est que c'est une bonne note, en fait. Si c'est pas une bonne note, je préfère ne rien dire. Moi, je trouve que c'est important et c'est intéressant de partager son expérience aux autres. Parce que ça sert à, même si c'est qu'à une seule personne, ça sert énormément. En tout cas, des retours que j'ai eu, hein, comme je dis, la plus belle phrase qu'on médite en fonction de, la plus belle phrase qu'on médite par rapport au podcast, c'est que dans le fond, les gens nous ressemblent beaucoup plus que ce qu'on imagine. Et c'est vraiment ce que je veux que les gens retiennent, en fait. C'est que ce que tu vis, il y a des gens qui l'ont vécu et qui ont peut-être abordé les choses de telle manière, de telle manière. C'est pour ça que j'insiste. Bon, même si j'ai des retours, les gens me disent oui, mais je sais pas de quoi on va parler. Oui, mais j'ai rien d'intéressant à dire. Je pense que ta vie est intéressante. Ton parcours est intéressant, même si au final, on n'a pas abordé le sujet que je voulais véritablement aborder. Mais je pense que c'est pas plus mal parce que ça demande aussi... C'est ce que tu voulais aborder comme sujet, en tout cas. Tu sais pas ? C'est vrai que c'était plutôt... Tu as eu l'idée de parler de ce sujet quand je t'ai parlé de mon CV. Oui, parce que je trouvais ça... Je n'allais pas candidater, mais je peux répondre à la question si tu veux, maintenant. Ça en ferait un tout autre épisode. Parce que je peux le dire en 2-3 minutes, en fait. Je peux te répondre en 2-3 minutes. Non, parce que j'ai envie que ce soit une véritable conversation. Du coup, je prendrai mon mal en patience et je te réinviterai. J'ai pas de problème avec ça. D'accord. J'espère que tu n'auras pas de problème à revenir non plus. Non, ça m'a pas été... j'ai pas dû creuser en moi pour le faire. Je me suis pas senti hyper agressif. Bah tant mieux alors. Du coup, on disait qu'est-ce que la petite voix dans ta tête qui est la voix de toi à 7 ans et qui t'a accompagné tout le long, qu'est-ce qu'elle te dit maintenant ? Là, présentement ? Oui. Ça s'est bien passé. Elle est contente ? Ouais, toujours. Elle est prête à revenir ? Ouais. C'est très très rare que moi, mon petit personnage qui m'accompagne, les gens parlent souvent de petites voix dans leur tête. Chez moi, c'est vraiment très marqué parce que je me parle très régulièrement. Ok. Je parle très très régulièrement. De quoi ? Sur mes choix. Des fois, j'ai même des jugements critiques sur moi-même. C'est-à-dire que la voix me dit non, tu n'aurais pas dû faire ça. La voix me dit, mon autre moi me dit, parce que je ne vois pas plutôt en termes de voix, non, je vois comme mon autre moi qui est toujours avec moi, c'est-à-dire que je peux gronder ma fille tout de suite et lui, mon autre moi va me dire, c'est allé trop loin, il n'y a pas eu assez de fermeté. Tu vois, c'est vraiment quelqu'un qui va positionner un jugement en permanence sur moi. C'est la seule personne qui est capable de me dire à moi, tu es un minable, en fait. Et je l'entends, en fait. D'ailleurs, quand je le dis, et qu'il y a ma femme à côté, elle, qui est plutôt croyante des églises où on fait beaucoup de bruit, qui sont sensibles aux mots, elle va dire non, mais tu n'as pas le droit de dire ça de toi. Et moi, je suis capable ma petite voix est capable de me le dire, en fait, quand je ne me suis pas comporté comme il fallait, pour diverses raisons. Et il est capable de me dire, vas-y, t'es génial, voilà. C'est bien, tu fais ce qu'il faut. Par exemple, quand je me suis posé la question sur si j'allais DEM ou pas, la petite voix dans ma tête m'a dit oui, c'est la position que tu tiens, c'est la bonne. Voilà. C'est en permanence, moi. Il y a des gens qui disent entendre des voix de temps en temps. Moi, c'est presque H24, en fait. Ok. Quelle est je pense peut-être que les seules périodes où je l'entends pas, c'est les moments d'intimité, en fait, avec mon épouse. Ok, d'accord. C'est peut-être le seul moment. Du coup, comment tu qualifierais la relation que tu as avec elle ? Fusionnelle. Ok. Fusionnelle. Je pense que c'est mon meilleur ami.
C'est ma plus grande force. D'ailleurs, je parlais de mon hypermnésie. Oui. Et si ça se trouve, en fait, c'est peut-être lui, en fait, qui est hypermnésique, en fait. C'est la petite voix qui est hypermnésique. Tu fais vraiment une espèce de dissociation, quoi. Pour toi, c'est deux entités Ouais, différentes. ouais. Mais je pense on est beaucoup, nous. C'est-à-dire que nous, les êtres humains, euh, moi, l'hymne de Liverpool, je le crois vraiment, on n'est jamais seul, en fait. On ne marche jamais seul. Moi, en tout cas, je n'ai jamais eu le sentiment de marcher seul dans ma vie. C'est Je génial. pense toujours être accompagné, en fait. Peut-être que tu as les esprits. Le seul truc, c'est que je ne suis pas croyant des esprits ou des trucs comme ça. Je ne crois pas à la sorcellerie ni à aucun autre truc que tu pourrais imaginer. Ok. Je suis très cartésien. Je crois aux choses que je vois, en fait. Même si je n'oublie pas que j'ai fait de la physique, parce que tout de suite, tu pourras me dire, mais par exemple, ça, comment ça arrive? Je suis physicien. Donc, je sais ce que c'est la quantique. Je sais que un électron peut être repéré à deux endroits en même temps et qu'il peut avoir deux spins différents. Donc, je sais qu'on peut faire résonner la matière et qu'on peut faire des choses incroyables, hein, que la pensée peut diriger des choses. Voilà, je crois tout ça, mais la sorcellerie, au sens, genre, il y a un gars habitable et puis il va faire un truc, il va me lancer un truc que je vais mourir ici en France, je n'y crois pas une seule seconde. Ça pourra faire l'objet d'une autre conversation. Avant de se quitter, il faut que tu nous laisses la question pour le prochain invité. Mais pour le coup, je vais poser la question qui nous a tenus sur toute cette discussion. Est-ce que, je vais tutoyer la personne pour qu'il se sente proche de la question. Est-ce que tu crois que l'enfant que tu as été définitivement effacé par l'adulte que tu es aujourd'hui? Je trouve que c'est un peu de la triche quand même, hein, cette question, mais... Mais pourquoi? mais parce que tu as jump sur la question du précédent, mais on va faire avec. Est-ce que l'enfant que tu a été définitivement effacé par l'adulte que tu es devenu aujourd'hui? Ouais. Mais ma question est différente de la sienne, hein. C'est un prolongement peut-être, mais c'est pas vraiment la même question. Non, c'est pas vraiment la même question. Pas du tout. Parce que là, du coup, je sous-entends que tout le monde vit avec sa période d'enfance. D'ailleurs, je n'étais pas pour retourner la question à toi. Est-ce que toi, tu penses que tu as définitivement effacé l'enfant que tu as été? Je ne sais pas. Je crois que ça, c'est une réponse qui veut dire que non, que tu n'as pas effacé. Il suffit de repenser à la petite fille de 8 ans. Franchement, quand on dit Marvin a laissé sa question pour toi, par exemple, la seule chose que je me suis dite, c'est que je n'avais pas d'image de moi adulte en dehors du fait que je rêvais d'être avocate. C'était tout. C'était absolument tout. Je n'avais pas d'autres envies ou une autre imagination sur moi adulte. Je voulais juste être avocate parce que je pensais, ou je pense toujours, être née pour défendre les gens. Que c'est ma mission de défendre les gens, défendre les opprimés, voilà. C'est le seul truc que j'avais en tête quand j'étais plus jeune. Quand je serai plus grande, je serai avocate et je vais défendre les gens. Donc, n'ayant pas de vision plus précise de moi adulte, tu vois, j'étais contente de sa question, mais quand je me la suis posée, je me suis dit, en fait, voilà, j'ai pas d'image précise de moi adulte. Maintenant, est-ce que l'adulte aujourd'hui a effacé définitivement l'enfant? Je ne pense pas. Mais je saurais même pas comment... Je sais pas si c'est effacé, je sais juste que l'enfant a grandi. J'ai pas une âme... Je sais pas si j'ai une âme d'enfant. Je pense que si, mon âme d'enfant peut se manifester, ou du moins se manifeste beaucoup, dans ma naïveté. Parce que je n'ai pas laissé le monde, en tout cas changer ça. Me rendre méfiante de l'extérieur.
Je crois que le gros trait qui est lié à mon moi enfant, c'est que je pense être naïve. Être très naïve, être très... peut-être vivre pas dans un monde de bisounours, mais en tout cas dans un monde où tout le monde, au départ, a droit à sa chance. Plutôt que de se dire que les gens doivent gagner leur chance, je me dis que tout le monde y a droit. Et puis après, on voit si tu mérites ou pas. Je pense que moi, pour le coup, même enfant, je n'ai jamais été naïf. Jamais. Et je n'associe pas la naïveté à l'enfance. J'en serais presque à associer la naïveté au peu d'intelligence, en fait. Bah, merci. Je suis désolé. Bah, merci. Non, mais parce que pour moi, quelqu'un qui ne se questionne pas, c'est quelqu'un qui, voilà, ne peut pas tout accepter comme ça, en fait. C'est-à-dire que quand je rencontre quelqu'un, il me dit quelque chose, je ne vais pas creuser. Mais je l'écoute. S'il y a un truc qui tout de suite cloche, ça va déclencher quelque chose chez moi, en fait. Oui, je veux bien croire que mais j'ai bien compris ce que tu entendais quand tu disais que de prime abord, tu accordes de la confiance aux gens, mais tu as vu que de prime abord, je t'ai connu sur Twitter, j'avais vu que tu avais marqué un truc. D'ailleurs, tu vois mon côté hypermnésique, c'est que ta proposition de faire des CV, je pense qu'elle était très, il y a très longtemps, en fait. Il y a au moins un an, ouais. Voilà, et j'ai pensé à refaire un CV et j'y ai repensé parce que justement, et pourtant normalement ça aurait pas dû m'intéresser. Dans les faits, au moment où ça se passait, j'avais pas besoin de CV, mais j'avais noté que tu pouvais faire des CV. Voilà. Et je les fais bien. Sachez que je fais bien mes CV. Je déteste je peux préciser, oui, en effet, qu'elle fait bien les CV. Moi, je déteste tout ce qui est artistique parce que je pense que je suis né droitier et que j'ai deux mains gauches. Et je chante très mal, je danse très mal, et pourtant, j'adore le chant et la danse. Donc, du coup, les trucs où il faut mettre un peu de soi pour qu'il y ait de l'art, je fais jamais, en fait. Comme les CV, par exemple. Non, ça me fait réfléchir parce que moi, jusqu'à il y a 10 ans, il y a une dizaine d'années, je ne me considérais absolument pas comme quelqu'un de créatif. Pas du tout. Quand tu dis que tu es cartésien, je te rejoins. Mais le quotidien m'a appris que la vie n'est pas faite de choses qui s'opposent et qu'il y a des choses qui vont ensemble. Comme par exemple, pour moi, je l'ai dit, je crois que j'ai dit, je sais plus dans quel épisode je l'ai dit, parce que j'ai l'impression de l'avoir dit. Avant, j'opposais raison et émotion et sentiment, tu vois. Je trouvais que c'était l'un ou l'autre. Et au final, la vie m'a appris, et puis un petit tour chez une psy, ça m'a appris qu'il y a des choses qui peuvent vivre ensemble, en fait. Les émotions et la raison peuvent vivre ensemble. Le fait d'être cartésien et la spiritualité peuvent vivre ensemble, peuvent évoluer ensemble. C'est des choses qui ne sont pas forcément à l'opposé. Donc, moi, je crois en la sorcellerie. Les cartes étaient très spirituelles. Voilà. C'est le cœur du cartésianisme. Je me dis qu'on peut être très logique, très factuel, très tout ce que tu veux qui est associé avec le fait d'être cartésien et quand même laisser la part à la partie, j'ai envie de dire, extraordinaire. Même si quand on parle de sorcellerie, on pense très vite aux choses négatives, mais la partie extraordinaire, extra j'ai envie de dire, sensible, existait. Moi, je n'imagine pas des gens qu'on a fouettés pendant 400 ans disposer d'un pouvoir de faire du mal aux gens qui les fouettaient. Voilà. Et c'est factuel, en fait. J'ai envie de te dire, on pourra rester j'ai peur qu'on reste là encore pendant une bonne heure. Parce que j'ai envie de te dire, on peut dire la même chose non, c'est bon, j'ai pas envie de dire de bêtises et de me faire incendier d'ici peu. Du coup, on va se dire au revoir, on continuera tout ça en off. Encore merci d'être passé. Ça va être un long épisode, je pense. Mais je vais le monter en une fois. Donc je disais merci beaucoup d'être passé. Je pense que je vais te réinviter parce qu'on n'a pas creusé le sujet que je voulais creuser avec toi. Mais même moi, je pense que je n'avais pas encore les outils pour le faire et que ce soit fluide, en tout cas pour moi. Donc j'ai hâte de te revoir, peut-être dans la saison 2. Je crois que je vais arrêter la saison 1 avec l'épisode numéro 20, je pense.
faire une petite pause pour repenser le podcast et revenir. Donc merci d'être passé. Merci d'avoir partagé avec nous la petite voix dans ta tête, ton autre toi. Et puis on se dit à bientôt. Ciao. J'allais dire, tu réponds pas à moi, à bientôt. Ouais, à bientôt, ciao. Ciao.